Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. L'émission aujourd'hui est un peu spéciale puisque nous allons nous intéresser à 10 mangas. 10 mangas meilleurs que d'autres ? 10 mangas ultimes ? 10 mangas inratables ? Bon, peut-être un peu de tout ça puisque nous inaugurons la première émission des top 10 personnels. Et pour commencer, quoi de mieux qu'un membre de l'équipe que vous connaissez, Cagnard. Oui, vous le connaissez Cagnard depuis plusieurs années maintenant, vous connaissez ses goûts, vous connaissez ses marottes, vous savez même où il habite, vous connaissez certaines de ses anecdotes. Et si c'est pas le cas, vous allez le découvrir cette semaine. Cagnard donc, à quoi doit-on s'attendre avec ton top 10 ? Sous quel signe tu as décidé de le placer ? Eh bien, moi j'ai décidé de placer mon top 10 sous forme de flashback un peu. Tu vois, je me vois un petit peu dans l'émission d'M6, merde, comment ça s'appelait ? Fréquence Culture Fréquence Star ? Fréquence Star, exactement. Mais moi ça sera sous le signe du flashback. Du flashback. Sauf que j'ai aucune date en fait, je viens de m'en rendre compte. Un flashback sans date, donc globalement c'est de comment t'es tombé dans le manga à aujourd'hui. C'est ça. Et comment t'es tombé dans le manga ? Je trouvais que c'était intéressant de plutôt que de juste donner mes 10 mangas préférés, parce que c'est pas à ce à quoi ce top va ressembler évidemment. Je me suis dit que ça serait marrant de revenir sur les différents moments, les différentes lectures du coup, où je suis vraiment tombé amoureux du manga et ce qui fait que maintenant je participe à un podcast manga depuis des années. Donc du coup, pour répondre à la question, moi ce qui m'a fait tomber dedans, c'est évidemment le Club Dorothée, hein. Je suis pure génération Club Dorothée manga. C'est malheureux parce que des fois j'ai envie de dire arrêtons de dire on a commencé avec le Club Dorothée, mais en même temps on est toute une génération où on a commencé par là. Vraiment, pour le coup, il n'y avait pas d'autre échappatoire. Enfin, si, je pense qu'il y avait d'autres moyens de tomber dans le manga, mais effectivement, moi, en plus, j'ai eu un aspect assez original parce que ma mère étant immigrée algérienne, elle a grandi en Algérie toute sa vie, et en fait il y avait une télé, alors elle vivait dans une campagne, hein, vraiment, il y avait une télé pour toute sa famille, et en fait elle regardait les dessins animés, donc Olive et Tom et compagnie, mais en arabe. Et donc pour elle c'était des dessins animés algériens quoi. Du coup quand elle est arrivée en France, elle a vraiment, c'est d'elle-même, elle m'a mis devant des mangas en disant ça c'est des dessins animés algériens, c'est une partie de ta culture aussi quoi, regarde. Et c'est hyper drôle parce que du coup elle m'a mis devant des dessins animés ultra violents type Ken le survivant, alors que j'avais je sais pas 4-5 piges, tu vois, quelque chose comme ça. Et donc absolument je trouve ça rigolo que sans qu'elle s'en rende compte, tu vois, elle m'a dit quelque part c'est ta culture ça, tu vois, c'est le manga c'est ta culture. Et c'est resté. Et c'est resté parce que évidemment moi je commence à tomber dedans, et puis à l'époque la programmation du Club Dorothée elle était quand même assez folle quoi. Tu pouvais vraiment passer toute ta matinée devant la télé, même en te réveillant hyper tôt. Moi je sais que mes parents me punissaient quand je me levais trop tôt, parce que dès 7h, 6h30 du matin j'étais déjà devant les dessins animés à regarder. Alors le Club Dorothée avait pas commencé encore à 6h, mais tu t'avais pu faire Hercule. Voilà, il y avait d'autres dessins animés un petit peu plus obscurs. Puis là t'enchaînes quoi, c'est vraiment Olive et Tom a été hyper important à ce moment-là, parce que déjà dans le dessin animé, c'est un dessin animé hyper énergique, t'es à fond dedans, la musique évidemment, et ce qui fait que voilà, je suis en plein dedans, on est en plein dans le Club Dorothée Universe. Tu manges Dragon Ball, tu bois Dragon Ball, tu regardes Dragon Ball à la télé, t'enchaînes avec les Power Rangers, mais après tu vas jouer sur ta console à Dragon Ball. Tu vas récupérer les cassettes vidéo pirates japonaises de ton pote de Dragon Ball qui va te montrer la prochaine saison, et t'achètes des cartes à collectionner Dragon Ball. Tu fais que ça en fait. Et on parlera peut-être pas de Dragon Ball dans cette émission. Vous, de votre côté, comment êtes-vous tombé dans le manga ? On vous écoute, n'hésitez pas à réagir. C'est parti maintenant pour la 5ème de couve générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous écoutez la 5ème de couve, le seul podcast où l'on peut disséquer, dépecer, charcuter et aimer les mangas choisis par Cagnard. Et pour en parler donc, il y a Cagnard. Salut Cagnard.
Salut Maximilien. C'est une phrase avec 3 fois cagnard. Ouais, Parce que du coup, on aura 3 fois plus de cagnard dans cette émission. Toutes les infos d'ailleurs sur l'émission sont sur la 5ème de couve. Et maintenant, vous avez la possibilité de laisser des commentaires sur Spotify depuis 4, 6, 7 semaines. On vous disait que ça arrivait. Il y a quelques émissions, on en avait touché 2 mots. Et bien voilà, maintenant c'est bien arrivé. Vous avez même le choix de faire des commentaires publics ou privés, le choix de noter les émissions. Et alors sur Spotify, on ne peut noter les émissions que si on en a écouté plusieurs. Ah tiens, c'est marrant ça. Ils imposent cette règle. Tout à fait. Tu ne peux pas noter une émission que tu n'as pas écoutée. Ouais, donc même si tu veux la pourrir, tu dois la subir un peu. Exactement. C'est assez malin. Donc Cagnard, quel est ton objectif sur ce top 10 ? Bah écoute, plutôt que de faire juste un top 10 classique, je me suis dit que ça serait donc marrant d'expliquer comment je suis tombé dans le manga et que surtout au-delà des titres dont je vais parler, c'est surtout les rencontres que j'ai pu faire dans ce milieu qui est assez génial et de tous les super souvenirs qui correspondent au final souvent à chacun des mangas. C'est comme ça que j'ai réfléchi, mon truc. Et donc le premier commence quand tu es plutôt jeune. Alors tu n'as pas 4 ans puisqu'il fallait quand même avoir la possibilité de lire les mangas. Mais t'étais quand même assez jeune et c'était en vacances. Oui, c'est ça. Donc là, on est encore en pleine période Club Dorothée. Moi, je pars en vacances 3 semaines avec mes parents au camping de Valras. Tu vois, c'est vraiment les vacances, les vacances de l'année. Alors déjà, je suis le genre de gamin casse-couille qui demande à ce qu'on embarque la télé avec nous en vacances, tu vois, au camping. Et mes parents étaient quand même suffisamment sympas pour la prendre. Et donc, ça continuait Club Dorothée, tu vois, dès le matin, quoi, même pendant les vacances en short de bain, tu vois, au camping. Et malheureusement, à ce moment-là, il y a un dessin animé qui commence qui s'appelle Fly. Et moi je suis à fond, j'adore ce manga, je suis vraiment à fond. Et d'un coup d'un seul ça s'arrête. Donc tu sais, on parle même pas de la fin du Club Dorothée. C'est juste, il n'y a plus d'épisodes. Cette série se termine. Et elle se termine en plus au moment le plus intense, qui est le moment où Fly va se battre contre Baran et tout. Et du coup moi j'attends parce que je sais pas à l'époque comment ça se passe la programmation de chaînes de télé, et je me dis que ça va revenir, tu vois. Je scrute le TéléZ toutes les semaines pour voir s'ils vont reprogrammer Fly, parce que j'aimerais bien avoir la suite, et ça ne vient pas. Et donc je suis au camping de Valras, et là c'est y a dans les campings il y a toujours une espèce de point presse, on va dire, qui fait en même temps tabac, boulangerie, point presse, enfin qui va organiser un petit peu la vie pendant ton séjour. Et ils ont un petit tourniquet avec des mangas, et déjà tu sais, je suis surpris, je fais ah attends, mais ça vient de livres en fait, les mangas. Et là je tombe sur Fly, je me dis waouh, attends, c'est fou, c'est le manga que j'adorais quoi. Et du coup je harcèle mes parents pour que j'achète ce manga. Je passais mon temps à les harceler, les pauvres. Ils ont vraiment été sympas avec moi. Et du coup, il m'achète le tome qui vient de sortir, parce que c'était un petit kiosque, hein, il n'y en avait pas beaucoup. Et sauf que ça reprenait pile là où le dessin animé s'était arrêté. Donc le timing était parfait, et cet arc est sûrement l'un des plus émouvants du manga. Donc je le lis, et là je fais ouah, je me mange une claque en fait. Je me mange vraiment une claque en le lisant. Quand je reviens après les vacances, là je me dis c'est sûr, il me faut toute la collection. Là je découvre ce qu'est un manga, je comprends un petit peu ce qu'est un manga. Je vois qu'il y en a chez Mammouth, qui est un ancêtre de Supermarché. Et du coup je commence à m'organiser pour que toutes les semaines, quand on va faire les courses avec mes parents, ils m'achètent un petit manga. Donc c'était pas évident toutes les semaines, mais j'arrivais à en avoir un par semaine à peu près. Et même ça, c'est un moment qui est assez fort dans ma tête, parce que un jour ma mère me laisse au Mammouth, et elle me laisse au rayon manga en train de lire. Et elle va faire les courses, et quand elle revient, je suis en train de lire un tome de Fly, je suis en train de terminer un tome charnière, et je suis en train de pleurer en fait. Je suis en train de pleurer dans le magasin, et ma mère, ne sachant pas trop ce qui se passe, elle pense de base qu'elle vient de me faire agresser, qu'elle vient de me faire taper ou un truc comme ça, et elle me fait quoi, qui t'a tapé et tout, et je fais mais non maman, c'est Popu, il est mort et tout. Elle me fait quoi, c'est le manga qui te fait pleurer et tout. Moi je vais pas, elle commence à m'engueuler, elle dit mais je vais pas continuer à t'acheter des mangas si tu pleures et tout, alors que j'essayais de partager ce truc. Alors, c'est super beau maman ce qui vient de m'arriver. Il n'y avait aucune réception de l'autre côté, et j'en avais même honte. Tu sais, quand j'étais petit, quand il est arrivé ce truc là, j'en ai eu honte, j'en ai pas parlé à mes potes, parce que je me suis dit j'ai pleuré devant un livre en fait. C'est chaud, tu vois, il y avait même pas de musique, c'était pas un Disney, genre c'est pas j'ai pleuré devant Bambi, j'ai pleuré devant un livre dans un rayon de supermarché quoi. Ouais, mais Popou c'est plus fort que Bambi.
Ah bah moi je trouve ça beaucoup, dans ma vie en tout cas, ça a été beaucoup plus marquant. La mort de la mère de Bambi, je ne la connais pas personnellement. La mort de Popu, je la connais par cœur. Fly, donc, qui maintenant s'appelle Dragon Quest, est réédité en ce moment. À l'époque, ça faisait donc 37 volumes chez J'ai-Lu, qui a ensuite été réédité dans les années 2000 aux éditions Tonkam, qui est maintenant réédité une nouvelle fois, donc la 3e aux éditions Delcourt Tonkam, une édition qui... quelques défauts, effectivement. Quelques retards, quelques défauts, il y a un peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Mais en attendant, Dragon Quest, ça reste le premier et le plus célèbre des mangas qui a été adapté d'un jeu vidéo. Parce que ça, c'est pas non plus donné à tout le monde. Je vous renvoie d'ailleurs vers l'émission qu'on avait fait sur les adaptations de mangas et ses liens avec le jeu vidéo, où effectivement, bah ouais, Dragon Quest, c'est un petit peu l'énigme au milieu. T'as eu d'autres tentatives comme ça d'adaptation. Tu peux avoir Pokémon quelque part, mais ça reste quand même aussi ce manga important qui vient de la culture jeu vidéo. Et depuis, ils n'ont pas fait énormément d'autres choses à part Beat the Vandal Buster. Ouais, qui vient de reprendre. Je sais que l'un des auteurs a été un petit peu malade. Bon, Beat, je trouve ça quand même un peu moins bien parce que c'est vraiment c'est à peu près la même chose que Fly, mais un petit peu moins bien fait, j'ai l'impression. Ouais, mais tu vois, il y a quand même eu une grosse adaptation animée au Japon qui est vachement bien. Elle n'est pas arrivée, qui n'est pas forcément arrivée en France au même moment ou de la même manière que Fly a eu. En tout cas, il n'y a pas eu la même exposition pour Beat. Et puis c'était obscur, Dragon Quest à l'époque. Ouais. En France, c'était obscur. Moi, j'ai pas tout de suite compris que c'était adapté d'un jeu vidéo. Après, j'ai compris que en fait, ces personnages-là dans le jeu vidéo, ils n'existaient pas. Et alors, en fait, si, on m'a dit qu'il y avait un jeu Dragon Quest avec les persos de Fly. Donc moi, il y a eu tout un cheminement où j'ai commencé à entendre parler de Dragon Quest, mais plus pour le jeu vidéo. Tu vois, j'avais vraiment pas fait le lien entre les deux. Limite, pour moi, Dragon Quest, je l'ai estampillé un petit peu plus Toriyama, vu qu'il avait fait les chara-design sur certains jeux. Très clairement. En tout cas, oui. Donc Koji Inada a repris peu ou prou Beat the Vandal Busters, qui a eu énormément de soucis de santé. Et pour Riku Sanjo, le scénariste, lui, il est parti travailler sur la licence Kamen Rider. Ok. Une licence qui est pas ouf en France, qui fonctionne pas. Non, mais au Japon, c'est un truc de malade. Et quand je dis la licence, c'est-à-dire qu'il écrit pour les séries. D'accord. Et là, il a aussi écrit pour la suite d'une série qui se passe en manga et qui s'appelle Futopi, qui est sortie aux éditions Michel Lafon. D'accord. En France. Pour le manga, mais ça reste très Sentai dans l'esprit. J'en avais parlé il y a quelques temps de Futopi, mais avec un nom très très compliqué à retenir. Mais en tout cas, ça c'était ton numéro 1, ou en tout cas le plus ancien. C'est donc Dragon Quest, la quête de Dai, ou autrement appelé Fly, qui arrive ensuite. Ensuite, on avance quelques années plus tard. Je suis à la fac, ça fait déjà quelques années que je lis du manga, et là j'ai envie de parler de Naruto, parce que c'est assez marrant, parce que à cette époque-là, je me sens en total décalage, parce que moi j'ai l'impression que on est très peu à lire des mangas. Tu vois, autour de moi, il y a très peu de gens, on est quelques-uns, mais on est très peu. Et là, quand j'arrive à la fac, tout le monde me parle de Naruto. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils lisent pas de manga et ils connaissent Naruto. Et en fait, je n'avais pas vu venir l'effet animé qui a débarqué en France. Et t'avais à la fois les animés sur Game One, et surtout t'avais l'explosion du piratage internet, tout simplement, de Kazé, Emule, tous ces trucs-là qui faisaient que l'animation avait explosé. Et je me souviens que c'était assez marrant, parce que moi, n'aimant pas trop les animés, je me suis retrouvé en galère dans Naruto, parce que tout le monde était en avance par rapport à moi, vu que moi je continuais à suivre le manga, et j'ai eu des moments de spoil qui étaient assez intenses, parce que l'animé allait plus loin que la publication française du manga, et c'était assez drôle d'avoir même parfois des conversations avec des gens à l'université, parce que souvent je prenais un manga avec moi, tu vois, à la fac pour lire, quoi, et ils étaient un petit peu dans l'incompréhension de pourquoi j'achète des mangas alors que l'animé est gratuit sur internet, tu vois. Et c'était des conversations hyper intéressantes, parce que pour moi c'était logique. Il y avait un côté j'aime le travail de cet auteur, évidemment que je veux participer, et c'était vraiment de l'inconscience pure, dans le sens où ils étaient pas malveillants, genre si je peux ne pas payer, je m'en fous. C'était plus, ils avaient pas réalisé que même quand tu regardes un animé, ça vient d'un créateur, d'un auteur, d'un artiste, et que comme si toi tu faisais quelque chose, t'aimerais bien être rémunéré pour ça aussi. Et on avait eu en fait, c'était un peu mes premières discussions éditoriales au final que j'ai eu dans ma vie, quoi.
Et des discussions sur le piratage à une époque où le piratage n'était pas comme ce qu'il est aujourd'hui en plus. Ah bah non, il était tellement décomplexé, tu vois, le piratage à l'époque. C'était, alors quelques années après, il y a eu une espèce de rééducation qui s'est fait au niveau de la gratuité des animés sur internet ou même des scans manga, mais c'était une période hyper étrange, mais qui au final me fait me dire que ça m'intéressait déjà tout ce qui tournait autour des auteurs et autour de l'édition, tout simplement, quoi. Et ça faisait suite à une époque où il y avait très peu d'animés dispo. Il y avait eu toute une époque où avec HK Vidéo, avec d'autres manga vidéo, pardon, avec la super musique de Pantera et tout, sur la bande-annonce, t'avais eu pas mal de choses qui étaient arrivées en France. Puis ensuite, il y a eu un creux. Il y a eu un vrai creux pendant une période, et il y avait pas mal, et là on découvrait, nous on grandissait, et il y avait énormément de choses qui étaient disponibles dans l'otaku sphère animé manga, et on disait mais attends, moi je veux avoir accès à ça, tu avais envie d'avoir accès à tout, mais les moyens techniques n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, et donc on devait notamment passer par des chats IRC pour pouvoir récupérer des trucs. C'était une liens époque, des animes et tout. Moi je me souviens même qu'à cette époque-là, quand t'arrivais sur ces sites IRC ou autres, j'étais limite parfois tétanisé parce que c'était hyper sommaire. T'avais le titre de l'anime, l'épisode, et c'est tout. Il n'y avait jamais de résumé, de trucs, fallait y aller au feeling, tu vois. Et puis il y avait des sortes d'otaku grands frères qui avaient créé ça et qui avaient mis des règles un peu en place, genre fallait être poli, fallait bien dire bonjour, il fallait bien écrire et tout. Il fallait demander s'il vous plaît quand tu voulais un lien de téléchargement et tout. C'était rigolo quand même. C'était une autre époque, quoi. Et depuis, Naruto est toujours le numéro 1, enfin top 3, quoi. Ah bah oui, au final il a pas bougé. Et c'est vrai que ça me paraissait assez dingue. En fait, que tu vois, moi j'ai fait une fac de LEA, langue étrangère appliquée, et donc c'était des gens qui n'avaient mais rien à voir avec ce qu'on peut appeler l'otaku sphère, si tu veux, mais eux ils étaient à fond. Quand tu fais LEA, c'est pour faire soit de la traduction, soit de l'économie en tourisme, tu vois, des trucs comme ça. Et pourtant ils étaient dans cette culture aussi, et tu sais, ça m'avait fait un petit choc, genre ok, d'accord, en fait on peut prendre ça. C'était un petit peu l'avènement des séries TV aussi, et quelque part les animés étaient une alternative aux séries TV. Je pense que c'est ce qui a démocratisé beaucoup les mangas, c'est qu'à l'époque t'as beaucoup de séries TV qui arrivent et tu les consommes souvent illégalement. Du coup, de la même manière, le manga, pourquoi pas, au final c'est un animé, c'est une série comme une autre. Et depuis, Naruto fait encore du bruit et va même continuer, puisqu'il y a eu une espèce de grand concours mondial de vote, et fallait voter pour le personnage que tu préférais, mais avec comme but ultime, c'est que le gagnant aura le droit à un chapitre, alors de combien de pages on n'en sait rien, mais une aventure inédite faite par Kishimoto, et donc c'est Minato qui a gagné. C'est trop cool. Moi, heureusement que c'est Minato et pas Naruto, tu vois. Ouais. Je comprends même pas les gens qui ont voté Naruto. Il est arrivé haut, finalement. Il est top 10, tu vois. Mais on n'a pas eu assez d'histoire, vous trouvez, sur Naruto. C'est clair. Après, moi, je me méfie toujours un petit peu. Tu sais, justement, Minato, il a cette aura cool parce que tu le vois pas beaucoup dans le manga. Un peu comme Ace dans One Piece. Donc, j'ai un peu peur de ce que tu comptes me dévoiler, on va dire. Parce que pour le moment, Minato, dans mon cœur, il est très très haut, tu vois. Et avec quelques auditeurs sur Discord, on avait commencé à essayer de faire une side story autour de Tobio. Oui. Tobio, c'est le personnage, pour vous resituer, parce que tout le monde ne le situe pas, au tout début du manga, c'est celui qui pousse Sasuke sur Naruto et qui produit le fameux bisou, qui provoque le fameux bisou. Et donc ce personnage a un nom déjà, il s'appelle Tobio, parce que personne ne l'appelle. Il a une autre petite micro-apparition, mais sinon il apparaît que là. Ah, il apparaît une deuxième fois. Ouais, au fond, quoi. Ok. Et donc ça aurait été trop bien que ce soit lui qui gagne. Oui, effectivement. Et puis là, limite, ça aurait pu l'inspirer pour une nouvelle histoire complètement, tu vois, repartir. Mais n'empêche, c'est trop cool, on va avoir... Moi, je pense pas qu'il va faire un chapitre. Je pense que si c'est un chapitre de 100 pages, tu vois. Mais moi, je pense à un truc qui va être super déceptif aussi. Mais je pense que... Imagine, il nous fait un petit one-shot, tu vois.
Ah, ça serait trop bien. Comme le tome où t'as l'histoire de Kakashi entre Naruto et le second cycle, il est génial ce tome. Donc on sait qu'en plus en termes d'histoire courte, il le fait très bien. Il peut très 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 bien le faire. Donc j'ai hâte et j'ai peur. Tout peut se passer. Naruto est évidemment aussi en réédition en ce moment, toujours en train d'être publié aux éditions Kana dans une édition grand format. La suite, le numéro 3, on est après la fac ou on est encore à la fac à cette époque-là ? On est encore à la fac. On est en plein dans mon retour dans le manga. Là, je suis vraiment à fond. Là, je lis tout ce qui sort. Je pense pour moi, on peut parler d'époque un peu bénie autour du manga parce que j'avais très peu de sources pour me documenter sur le manga, savoir qu'est-ce qu'il fallait lire et tout ça. Mais en fait, à chaque fois que j'allais à la Fnac acheter un manga, à chaque fois c'était une tuerie. C'était vrai, c'était littéralement, j'ai pris par hasard Bleach. Et une semaine après, j'ai pris par hasard Berserk, tu vois. Et c'était, t'avais qu'à te baisser pour tomber sur un bon manga. Alors que regardez, mon bon monsieur, maintenant de nos jours, comment c'est devenu compliqué de trouver un bon manga. Mais heureusement qu'il y a des podcasts pour ça. Et ça, j'aurais bien aimé avoir un podcast à l'époque, dis donc. Les podcasts n'existaient pas encore. Et donc, quel est ce manga qui t'a marqué en 3e position ? Et ben là, on arrive forcément à Slam Dunk. C'est une période qui est assez rigolote pour moi. Je joue beaucoup au basket en plus à l'époque. Et là, en fait, ce qui se passe à l'époque, c'est que mes parents me laissent la maison 2 semaines. Ils partent en vacances. Ils me laissent avec ma sœur. Je suis pas tout seul, avec ma grande sœur. Ils nous laissent la maison, sauf que tu laisses la maison à 2 gamins de 16 piges, 17 piges, tu vois, pendant 2 semaines, ça a été le squat énorme à la maison. Tous mes potes ont dormi à la maison pendant 2 semaines, sans discontinuité, à jouer à la console, à fumer, à boire, enfin à faire que de la merde, quoi. Et donc voilà, ils nous laissent la maison. En plus, ils ont rempli à ras-bord les placards de bouffe pour 2 semaines, qui vont être terminés en 2 jours, évidemment, vu que tu nourris 30 personnes, tu vois, à peu près. Et eux avaient prévu pour 2 personnes. C'est ça. Et en plus c'est les vacances, oui, maintenant que je me souviens, en plus c'est les vacances, donc ils ont vraiment tout bien choisi. Mais ils avaient confiance en vous, un truc de malade. Après la maison ils l'ont récupérée en état, par contre ils savent pas ce qui s'est passé dans la maison. Et pendant ces 2 semaines je rencontre un mec qui est un pote de pote, tu vois, il s'avère qu'il lit du manga aussi, et je fais trop cool et tout, et bon il capte que je joue au basket, et il me parle de Slam Dunk, il me dit mais tu connais pas ce manga qui est génial? Alors moi je l'avais déjà vu à l'époque, j'avais déjà vu les couvertures un peu, mais je m'y étais jamais trop intéressé. Et du coup il me dit attends, je vais te passer les tomes. Et le gars m'amène chez lui et me file directement les 32 tomes de Slam Dunk. De toute façon il venait squatter chez moi après, donc il n'y avait pas de souci. Et voilà, c'est un de mes meilleurs souvenirs de lecture de manga que j'ai. On arrive chez moi, il est 18-19 heures à peu près, tu vois. On se pose, on roule quelques pètes. Alors attention, il faut pas fumer, c'est pas bien, surtout quand tu lis des mangas. Et je commence à lire. Et en fait, je ne m'arrête plus de lire. Je ne m'arrête plus du tout. Et en même temps, grâce aux différents effets narcotiques, on va dire, je pense que je tiens vraiment la durée et je me lis Slam Dunk d'un coup. Je lis les 32 tomes d'un coup, vraiment. Et j'ai vraiment ce souvenir des gens qui viennent chez moi, qui repartent. Tu sais, c'est l'hôtel, quoi, vraiment. C'est que des potes, évidemment. Et moi, je bouge pas de mon canapé. Je suis en train de lire Slam Dunk. Et depuis le tome 1, je ne lâcherai pas. Et je ne parle à personne. Vraiment à personne. Et quoi. T'as pas un pote qui t'a dit, c'est bon, arrête 2 minutes. Si, évidemment. Mais ils ont pas été trop relous, tu vois. Ils ont vu, je pense qu'ils ont vu la passion, tu vois, dans l'œil du tigre. Je suis en train de lire un truc de ouf. Puis il y avait un autre de mes potes qui du coup s'est joint à la course au bout d'un moment, tu vois, donc il m'a rattrapé très vite, mais du coup il fallait que je lise vite pour lui passer juste après. Et ça c'est un putain de merveilleux souvenir de lecture et de moments j'allais dire de partage, mais pas du tout, parce que c'est vraiment un moment que j'ai vécu avec moi-même, tu vois. Slam Dunk avec un film qui sort cet été en France, oui. le film qui adapte la dernière partie du manga, qui sort donc le 26 juillet. Le manga a eu sa réédition en version classique, alors ça ils appellent ça une Star Edition, mais c'est une version juste propre, oui. Voilà. Double propre normal, qui est intégralement disponible. Slam Dunk, faut quand même se le dire, parce que c'est pas un manga ultra célèbre en France, alors qu'au Japon, à l'inverse, c'est un manga mais qui fait partie du top 20 de l'histoire du manga, quoi. Et Slam Dunk, c'est celui qui a survolé toute l'époque de l'âge d'or du Weekly Shonen Jump, donc qui a permis au Jump de faire des ventes phénoménales.
Et aujourd'hui, quand le film est sorti au Japon, ça a évidemment fait un carton. Et on se rend pas compte à quel point Slam Dunk, c'est un manga qui est important dans l'industrie et dans la culture, dans les deux à la fois. Ouais, c'est une institution en fait. Et d'ailleurs là, le nouveau film, j'ai vu qu'il était en sélection pour le festival d'Annecy. Donc tu vois, on en voit rarement quand même des adaptations de manga au festival d'Annecy. Et de tous les retours que j'ai eu pour le moment, apparemment, c'est du très très bon. Et sachant que Slam Dunk en plus c'est un manga qui a failli ne jamais voir le jour dans les pages du Jump, puisqu'il a gagné un prix, c'était le prix Tezuka à l'époque, et les mecs qui votaient pour le prix c'était des anciens, tu vois. Ouais. Et donc ils avaient une façon de voir le manga très tezukienne, avec une façon de voir les choses, même si c'était pour le Jump, très carré, avec les nomenclatures à l'ancienne, etc. Et donc Slam Dunk, ça s'inscrivait pas dans leur vision des choses pour gagner le prix Tezuka du Jump. Ouais. Donc ils ont voté contre. Puis il y a une partie qui a vu que le manga, que l'auteur, que ce Inoue avait un certain talent, il y avait un truc. Et ça s'est joué à quasiment rien. Et ça s'est joué au fait que l'un des votants, un des anciens, un des vieux, était absent ce jour-là. D'accord. Parce qu'il était malade et donc sa voix n'a pas compté et il y a eu une voix de plus. Ça s'est pas joué à grand chose, quoi. Ça s'est joué à une absence. Ouais, ça c'est un petit peu ça. Mais oui, voilà, du coup Inoue, une star dans mon cœur, sûrement le meilleur d'entre tous. Évidemment, quand on parle de Slam Dunk, on peut parler de Vagabond aussi et de Reel à côté. Tous ces mangas sont géniaux. Slam Dunk, je continue religieusement à me relire le dernier match chaque année, tu vois, ça a toujours pas bougé, quoi. J'ai fait ça, j'avais 16 ans, 17 ans, tu vois, au final, et je continue à le faire encore maintenant. Vagabond, je me souviens que le plaisir est dingue parce que là, pour le coup, j'avais pas les thunes pour me le payer, quoi. C'était vraiment trop cher. J'étais un peu en galère de thunes à l'époque. Il y avait l'Habitant de l'Infini qui était à côté. C'était le même prix. J'étais là, ah là là, lequel des deux je le fais? Je sais pas trop. En même temps, je bosse en librairie à l'époque, donc je peux les acheter à prix un peu avantageux, mais je peux pas trop dépenser. Mais c'est fou parce que Vagabond m'a donné cette impression de lecture magnifique, de beauté parfaite, de vraiment de tout. Chaque case est un tableau et je vais regarder chacun de ces tableaux. Je vais me faire une putain de visite du musée de Vagabond, quoi. On a eu donc Dragon Quest, Naruto, Slam Dunk. Quel est le quatrième dans ce chemin de vie entre toi et le manga? Là on revient un petit peu en arrière, mais j'avais envie de parler de Digreman parce que c'est un manga qui chez moi a été très important. Quand je l'ai lu, ça m'a vraiment fait un choc. Et on en parle peu de Digreman parce que en plus le manga a été stoppé pendant un long moment. Oui, et il reprend, là il est en train de reprendre, je crois. Ça a repris un peu au Japon avec un tome qui est sorti en octobre de l'année dernière et qui sortira donc en France au mois d'août cette année, normalement. Ok. Moi je vais les laisser avancer un petit peu avant de reprendre ma lecture de Digreman. Mais voilà, je sais que c'est une série qui est hyper importante parce que ça me rappelle exactement cette époque où on n'avait pas beaucoup d'argent et du coup on faisait les collections à deux avec un de mes meilleurs potes qui s'appelait Guillaume, et du coup on était hyper on devait réfléchir nos trucs, genre quelle collection toi tu fais, quelle collection moi je fais, et pour pas marcher sur les plates-bandes de l'autre et pouvoir lire un maximum de titres nouveaux en fait. Et donc on se retrouve à ces vacances-là. Lui il bosse, il va aux vendanges. Et moi je reste en région parisienne et je bosse dans une librairie à côté. À boire le fruit des vendanges. Oui, très clairement, oui. Il m'en a ramené un peu et tu vois, c'est trop marrant parce que je lis Digreman et je suis là, waouh, c'est super violent pour un shonen, j'adore. Et le tome 1 de Digreman, je le trouve vraiment parfait en termes d'ambiance et tout. C'est génial, et même pas que le tome 1, hein, tout le... Le tome 2 avait battu ou s'était mis à des niveaux records à l'époque de sa sortie au Japon. Ah ouais, dans des tomes, mais ça m'étonne pas parce que le récit est prenant à la première page et c'est assez dingue. Et du coup, je lis ça sort en plein été. Je lis le tome 1 et je suis là genre waouh, j'ai découvert un tome de fou, une série de fou. Quand Guillaume il va revenir des vendanges, je vais lui montrer, ça va être trop dingue et tout. Et en plus, moi je me dis, il est au milieu des vendanges, tu sais, dans la campagne. Évidemment qu'il va pas trouver de manga là-bas, il revient de vacances et lui aussi a acheté Digreman, tu vois. Et c'est marrant parce qu'on est tous les deux contents avec le seum. C'est un peu un sentiment bizarre parce qu'on sait que l'un des deux va peut-être devoir lâcher la série, tu vois. Alors que moi je l'aimais vraiment très fort et mon pote l'aimait aussi beaucoup très fort. Et qui a gagné? C'est la première fois qu'on a divorcé, littéralement, où chacun
à continuer à faire la collection de son côté. Mais du coup, c'est toute une époque. Ça me rappelle vraiment tout un truc où voilà, moi j'avais pas beaucoup de gens qui lisaient du manga autour de moi, mais j'en avais quand même quelques-uns. J'avais Spot Guillaume qui pour le coup lisait tout comme moi, et c'était vraiment on s'organisait des stratégies en fonction des dates de sortie et tout, de quand est-ce que on touchera de l'argent ou pas. C'est une période que j'adorais vraiment. On avait très peu de mangas, mais c'est marrant à quel point on s'en amusait beaucoup, quoi. Ce qui est marrant, c'est que Hoshino Katsura Hoshino, l'autrice de Dick Grayman, a eu le même nom que Masakatsu Katsura, qui était le maître du dessinateur de Dragon Quest. Comme quoi. J'essaie de faire des liens bidons, je sais pas pourquoi. Mais j'ai tenté un truc. Voilà, c'est ça le lien, c'est Square Enix. Vaguement, hein, parce que Dick Grayman, ça n'a rien à voir avec Square Enix et Dragon Quest. Attends, je te trouve un lien, je vais pas te faire les ramifications non plus. Oui, mais il marche pas ce lien. Qui a eu beaucoup de soucis de santé, elle aussi d'ailleurs, comme le dessinateur de Dragon Quest. Virus assez particulier, problème de dos, problème de poignet. À chaque fois, quand on regarde un petit peu en arrière et qu'on voit tous ces auteurs et ces autrices, on se dit mais quelle vie mangaka. Oui, c'est clair. C'est pas une vie vraiment très 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 facile. En revanche, quand on parle à un mangaka français, c'est tout de suite, ça respire tout de suite un peu plus la joie de vivre. Ça sent la santé, on va dire. Ça sent plus la santé. Et alors, il est français, celui qui a créé le manga qui est en 5e position pour toi. Ouais, à la 5e position, j'ai donc pris le manga Dreamland. Parce que ça aussi, ça correspond à une partie vraiment bien précise de ma vie, tu vois. Je suis à la fac à ce moment-là, je travaille dans une librairie à côté, dans une grande librairie, donc j'ai accès à beaucoup de mangas pour le coup, vu que je peux les emprunter, j'ai une réduction. Et t'as un des libraires qui me parle de ce manga français. Alors moi, je le toise évidemment en disant du manga français, non mais faut pas déconner non plus. Et je me souviens que ça m'intrigue quand même. Je prends le tome 1 et je le ramène chez moi le soir, je le lis et direct le lendemain je rebossais et j'ai acheté les deux autres. Il y avait les 3 premiers qui étaient sortis à l'époque et direct je les achète et ça me fait vraiment un choc dans le sens genre ouah, c'est un manga français, genre les Français arrivent à faire des trucs aussi bien, voire à ce moment-là je pensais même mieux que les Japonais sur certains aspects. Bah les références étaient beaucoup plus directes quoi. Ah ouais, c'est clair. Et là je me retrouvais. En fait, c'était un petit peu comme si j'étais un lecteur du Jump pour le coup, parce que tu vois, il parle de la place de la Comédie, se prendre un kebab avec les potes et tout. Ça me parle, ça me racontait des trucs. Ça m'a donné un lien tout de suite très fort avec cette série. Juste le fait que ça soit français en fait, hein. Et ça a aussi surtout occasionné le fait de ma première dédicace de ma vie, parce qu'à ce moment-là, je me retrouve à aller travailler sur le festival d'Angoulême avec l'éditeur Delcourt. Et je vois qu'il y a Renaud Lemaire qui est en dédicace et du coup je demande si je peux aller à la dédicace. Oui, puisque du coup Dreamland est édité chez Pika, qui est un autre stand. Et toi tu travailles pour un moi concurrent. Je suis censé travailler toute la journée. Moi ils sont super cool, ils me disent ouais vas-y. Donc j'ai ma première interaction avec un mangaka et je l'avais dit à Renaud quand il était venu qui m'avait dégueulassé mon manga, qu'il avait vraiment pourri, le dessin est pas beau, je l'ai revu il y a pas longtemps encore, je suis là putain c'est vrai qu'il est moche mais c'était trop cool, c'était un sentiment trop cool parce que c'était ma première interaction avec un mangaka et je trouvais ça vraiment génial et je sais que ça a été charnière pour moi d'avoir un truc à une échelle aussi locale, on va dire, un auteur à qui tu peux parler et il répond à tes questions et il a souvent les mêmes influences que toi et tout et c'était vraiment génial. Dreamland qui ressort en ce moment, ça c'est marrant quand même hein. Quand on fait ton top qui remonte à très loin, tu vois que ce sont quand même des titres importants et qui ressortent d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est très cyclique. En ce moment, on est au 3e tome de la version remaster de Dreamland. C'est Renaud qui ne redessine pas absolument tout, mais qui retouche pas mal de choses sur les tomes qui sont sortis à cette époque-là et donc ont un vrai coup de neuf sur Dreamland Remasters avec donc 3 tomes pour l'instant de disponibles aux éditions Pika. Le 6e, il est moins fun quand même. Ouais, il est moins fun et il se passe à peu près à la même période et du coup j'ai choisi de prendre le manga Berserk
parce que ça a été un souvenir qui m'a toujours fait beaucoup rigoler. À l'époque, j'étais en stage aux éditions Delcourt, et c'est le début du Bon Coin, d'Amazon, d'eBay, et pour acheter des mangas, c'est très intéressant, parce qu'il y a des gens qui mettent des collections entières à des prix sur eBay vraiment très très intéressants. Le Bon Coin n'existe pas vraiment, ou si peut-être c'est le début du Bon Coin. Et moi là je suis dans une sorte de gloutonie à cette époque. J'ai envie de bouffer du manga vraiment de fou. J'ai envie de lire, et là je vois un mec qui solde vraiment sa collection de mangas. Donc j'ai fait un achat, c'était sur le Bon Coin. J'ai fait un achat, il y avait tous les Berserk, tous les Hunter, les 15 premiers Naruto aussi, et il avait vraiment fait un prix de gros, et je crois que je les avais à 50 centimes l'un, tu vois, le tome. Et donc ok, on fait le deal, il me donne rendez-vous à Châtelet, et sauf que moi je pars, je suis en stage toute la journée, et je viens avec 2 valises de manga, 2 valises vides, tu vois, parce que je sais que le soir je vais voir le mec, et du coup toute la journée tout le monde me dit ah tu pars en vacances, c'est trop cool et tout, et moi je suis là à répondre, vieil otaku que je suis, genre non je viens acheter 2 valises de manga, tu vois. C'est normal, on est mardi, bonjour. Et du coup la journée se passe, et je vais rejoindre le mec à Châtelet. On est dans le centre commercial, c'est le point de rendez-vous qu'on s'est donné. Et c'est pas que on est les 2 mecs les plus suspects de tout Châtelet, vu qu'on a 4 valises à nous 2, et qu'on est littéralement en train de faire un échange de truands, tu vois, avec du liquide et des mangas papier. Bah du coup évidemment les keufs nous tombent dessus, tu vois. Évidemment t'as des mecs qui avec les valises ouvertes et tout, qui sont en train clairement de faire du commerce. Mais le mec il avait été intelligent, il avait imprimé le papier du Bon Coin en cas de contrôle, que tu peux le montrer, et c'était vraiment un chouette souvenir de rentrer avec ces 2 valises pleines à ras-bord de manga. Je suis arrivé chez mes parents, ma mère elle m'a défoncé, elle m'a tué, elle m'a dit genre mais t'avais pas assez de manga, il t'en manquait vraiment au point que tu prennes 2 valises entières, tu vois. Et c'était vraiment un chouette souvenir, parce que ça me rappelle à quel point en fait j'étais déter, j'étais trop déter. Il n'était pas question de vacances pour moi, il était question de lecture, c'était vraiment ce que je voulais. En revanche, moi j'ai jamais connu un papier que tu imprimes si tu te fais contrôler par la police en cas de vente. Ouais, c'était à l'époque, c'était au début, hein, c'était je me vraiment souviens au pas début, de ça. quand c'était des transactions de la main à la main, tu pouvais imprimer un papier que le Bon Coin donnait, c'était un justificatif pour dire que le Bon Coin autorise cette vente, quoi, en gros. Alors que toi on n'avait pas besoin d'eux pour faire la vente. Non, normalement non, mais leur autorisation. Mais ouais, c'est un super souvenir d'être au milieu de Châtelet avec les 2 valises à s'échanger les trucs m'étonnes. et tout. Et donc c'est comme ça que tu as acquis Berserk, et que tu t'es lancé dedans. C'est ça, et là on est 5 ans après ma découverte de Berserk, parce qu'en fait Berserk je l'ai déjà commencé à lire il y a quelques années avant, je lis le tome 1, et en fait je me fais chier comme un rat mort, vraiment, et du coup je décide de pas lire la suite, et pendant 5 ans tu vois, j'entends parler de ce manga, mais je suis là, franchement je vois pas pourquoi les gens sont fascinés par ce titre, quoi. Et du coup 5 ans plus tard, en fait c'est parce que le mec les vendait pas cher que je les ai achetés, je me suis dit bon c'est l'occasion, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, et là c'était vraiment 50 centimes le tome, tu vois. Je me sens que le mec m'avait expliqué que c'était sa meuf qui lui avait demandé de virer les mangas, tu vois, et que lui il avait accepté, il les vendait un peu à contre-cœur, quoi. Et du coup j'achète ces tomes là, et ça me renvoie directement à un autre souvenir qui est ma lecture du coup de Berserk. Je suis dans le métro pour aller à mon stage, et là je suis en train de lire pile le moment où c'est le sabbat, et j'ai un enfant à côté de moi qui est assis dans le métro. Et sauf que j'essaye de me pencher pour pas qu'il voit trop, parce que c'est dégueulasse, mais en même temps j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Et ça typiquement c'est un souvenir de lecture qui est hyper important pour moi, qui est vraiment marrant, que je m'en souviens. Berserk qui alors contrairement aux autres n'est plus vraiment qui est pas réédité, mais qui est toujours en cours. C'est juste qu'on sait pas quand est-ce qu'arrivera la suite, quoi. Oui, c'est ça, on attend gentiment. Mais ça fait encore un de ces titres qui est toujours en cours. C'est marrant que dans ces choix de ces titres, tu tombes à chaque fois sur des choses qui sont encore plus ou moins dans l'actualité, parce que c'est pas un truc que tu t'es donné, tu vois, c'est vraiment ta vie à toi, quoi. Oui, pour le coup, mais c'est vrai que c'est rigolo de voir à quel point certains titres sont forcément cycliques, et quelque part ça veut dire qu'on entretient bien ces licences, et c'est une bonne chose. Ouais, carrément. En 7ème position, c'est pas 1 mais 3, 4, 5, 6 mangas. Ouais, j'ai fait un packaging pour le numéro 7, j'ai décidé de parler des mangas d'Urasawa, parce que j'ai l'impression d'avoir quasiment un souvenir pour chaque titre. Je veux dire, je lis
À l'époque, je suis à la fac, j'ai un pote qui bosse dans la même librairie que moi qui me prête tous les 20th Century Boys pendant mes partiels. Et ben, je me souviens que j'ai foiré mes partiels à cause de 20th Century Boys parce que j'ai commencé à lire le tome 1 après une bonne session de révision. Et après j'ai plus lâché le manga, j'ai lu tout et c'est toujours un souvenir que j'adore parce que je me suis évidemment planté à ce parcelle comme personne, mais j'étais tellement content de cette découverte de lecture que j'en avais rien à foutre d'avoir raté ce partiel. Je peux parler de Monster aussi, j'ai un souvenir très particulier. C'est une époque où je travaillais à la Fnac Montparnasse en libraire manga aussi, et je me suis retrouvé à conseiller Monster beaucoup. C'était les fêtes de Noël, donc il y avait beaucoup de parents qui venaient prendre des mangas pour leurs enfants. Moi, ma technique, c'était de leur vendre un manga à eux aussi, tu vois, et de faire comprendre que le manga, c'était pas uniquement pour les ados, c'était pour les adultes aussi. Donc j'y allais beaucoup à coups de Monster. Monster, je trouve que c'est un manga assez parfait pour faire rentrer les gens dans le manga, surtout que c'était l'époque où Dexter cartonnait. Moi, je vois un petit lien de filiation entre les deux. Et il s'avère que pendant le mois où je travaille à la Fnac de Montparnasse, il y a Charlotte Gainsbourg qui se pointe, qui vient acheter des mangas pour son fils, et je lui vends Monster, je lui fais mon pitch habituel, je lui vends Monster, elle le prend. Et 2 jours après, elle revient me voir pour prendre la suite. Elle me dit: ah, vous aviez trop raison. Et ça, je crois que de toute ma carrière de libraire, ça sera mon plus haut fait d'armes, tu vois. Mais du coup, c'est un souvenir qui est hyper précis aussi, quoi. Charlotte Gainsbourg, qui en plus a toujours bien aimé le Japon, qui allait à plusieurs reprises le pays en lui-même. Oui. Et ce qui est très drôle, c'est que je suis allé dans un quartier au Japon, du côté de Shinjuku. Il y a plein de petits bars qui sont pas très accueillants pour les étrangers. Donc on essaye d'en faire un, d'en faire deux. Je suis avec quelqu'un qui est bilingue en plus, ouais. Un mec qui est étranger comme moi, et donc on se fait un peu virer. Et puis il y en a un qui nous dit: ah si, installez-vous. Cool, c'est un truc très typique et tout. Et donc la femme commence à nous entendre parler français. Elle fait: mais vous parlez français ? Oui. Et là elle commence à parler français, mais elle parle une sorte de vieux français. Ah. Les Acadiens Non, et du coup je fais: mais c'est marrant cette japonaise avec un accent japonais mais qui a une façon de parler français très vieille. Et là elle nous explique qu'en fait elle était en France dans les années 60, okay. Qu'elle a traîné avec Gainsbourg et toute la team à faire tout ce qui était possible de faire à cette époque-là, et donc quand elle est rentrée au pays, elle n'a pas reparlé français autrement qu'à cette époque-là. Donc elle parlait dans les années 2000 le français des années 60-70. D'accord. Elle parlait un peu avec le titi parisien du coup. Il y avait une sorte de ça, mais avec l'accent japonais. Alors dans le choix des mots, c'était des vieux mots et ainsi de suite. C'était très marrant. Et il se trouve que avec un français bloqué dans les années 60, c'est trop ça, drôle. Ou 70, je sais pas. Bon, voilà, c'est très imprécis. Et donc, à un moment, on nous dit: mais oui, mais si vous me croyez pas, regardez, c'est une photo que j'ai avec Charlotte Gainsbourg, parce que quand elle vient, c'est moi qui lui fais visiter souvent et qui lui montre des trucs. Ah, c'est la copine de papa. Et voilà, et c'est là où Charlotte Gainsbourg a dit à cette dame: mais alors, vous connaissez pas Cagnard, c'est lui qui m'a conseillé Monster. C'est pour ça que t'es connu et super célèbre au Japon. Voilà, je sais que bientôt j'arrive au Japon. Puis évidemment, comment parler d'Urasawa sans parler de Pluto, qui est vraiment mon manga préféré d'Urasawa, qui m'a fait louper un arrêt de TGV parce que j'étais en train de lire la fin. Et j'ai une petite anecdote qui me fera toujours beaucoup rire. Il y a quelques années, quand Urasawa est venu en France, invité par Kana, si je ne dis pas de bêtises, on s'est retrouvé à une soirée de lancement plus ou moins avec oui, plus Urasawa. récemment à l'époque d'Angoulême, à l'époque juste avant le Covid. Et il s'avère qu'en fait on est plein d'anciens stagiaires à se revoir pendant cet événement où Urasawa est là, tu vois. Et du coup à un moment on décide de faire une petite photo avec tous les anciens stagiaires. En gros on fait une photo et du coup Urasawa l'a photobombé parce que évidemment ça lui a paru très bizarre. C'est lui qu'on est censé prendre en photo, tu vois. Genre il a dû se demander: mais pourquoi ils se prennent en photo eux-mêmes là, ils ont pas vu que j'étais dans le cadre en fait, que j'étais pas dans le cadre, pardon. Et du coup j'ai littéralement une photo avec tous ces gens qui sont des amis quoi, vraiment, et une photobombe de Urasawa sur le côté qui dit: non, il y aura pas de photo sans moi, d'accord. S'il y a une photo, je suis dessus dans tous les cas. Alors ça c'est pour la partie Urasawa, qui est totalement capable de faire ce genre de choses, puisque c'est quand même quelqu'un d'assez fantasque aussi, oui. Et d'assez accessible. Ah bah oui, complètement. En plus, il avait été adorable pendant cette soirée. C'était juste, c'était pas ta photo, c'est tout. En revanche, on a eu un petit peu moins de contact avec lui parce qu'il était super protégé quand il est venu en France. C'est l'auteur de l'Attaque des Titans. Ouais. Pour le coup, j'ai décidé de le mettre en 8ème position, l'Attaque des Titans, parce que oui, ça a été. En fait, j'ai hésité entre Death Note et l'Attaque des Titans. Je savais pas vraiment lequel des deux je voulais mettre, et parce que j'ai vraiment, moi, dans ma carrière de lecteur, j'ai vraiment ces deux game changers pour moi.
c'est vraiment Death Note et l'Attaque des Titans, et au final je pense que je préfère l'Attaque des Titans dans ce qu'il a pu apporter au manga, et voilà, ça m'évoque forcément un souvenir d'un festival d'Angoulême où on était ensemble, d'ailleurs. On rentre en TGV et là tu me fais lire sur une tablette ou sur un ordinateur, je crois un ordinateur portable, tu me fais lire un scan d'un manga, tu me dis que ça s'appelle l'Attaque des Titans, et je l'ouvre et je fais putain mais quelle horreur, c'est moche. Et je te dis très clairement, tu vas voir ce truc. Là, on est vraiment au début, parce que ça allait vraiment pas loin. Hein. Mais je te dis, mais vraiment, ça va être un carton. Mais je suis sûr que personne n'y croit. Oui, c'est ça, et puis ça, je comprends un peu quoi. Quand tu me le montres, j'ai même du mal à lire quoi. J'ai même du mal à comprendre l'action qui est en train de se passer et tout. Et effectivement, tu me dis de continuer quelques chapitres, et juste le temps de ce trajet en TGV, ça y est, j'étais déjà converti, mais complètement à l'Attaque des Titans. Et puis c'est vraiment ce choix de souvenir que j'ai de toi dans le TGV qui me regarde, qui fait vas-y, continue, tu vas voir. Oui, non, je sais, c'est dégueulasse, mais continue, tu vas voir. Il fallait vraiment y croire à l'attaque des Titans, mais c'est vrai que il y a tellement d'intensité dans le trait. Il y a toujours quelque chose d'assez fort qui s'exprime dans l'attaque des Titans. Et puis de toute façon, on l'a vu, voilà, hein, ça s'est inscrit maintenant dans le patrimoine manga, et je pense que l'attaque des Titans va rester. Ah oui, c'est sûr. Enfin, moi j'y crois très très fort, et effectivement, comme tu dis, c'est fou de voir à quel point il s'est imposé aussi vite. Tu vois, maintenant on n'est plus du tout dans les mêmes délais qu'avant, on va dire, pour qu'une série devienne instantanément culte. Sûrement trop parfois, il y a un peu trop la recherche de l'ouvrage culte, on va dire. Mais c'est fou comment l'Attaque des Titans, évidemment les réseaux sociaux ont évidemment bénéficié à ça, l'animé aussi, le nombre de tout ce qui est culture internet qui a pu évoluer avec l'Attaque des Titans, mais maintenant tout le monde connaît. C'est vraiment un titre comme si tu parlais de Dragon Ball Z, tout le monde connaît l'Attaque des Titans. Et même Charlotte Gainsbourg doit connaître l'Attaque des Titans, tu crois ? Je pense. Franchement, maintenant je pense, parce que quand elle était revenue me voir, elle m'a dit franchement c'est super bien, je veux la suite. Et du coup j'ai vu elle avait fait des recherches, elle avait vu qu'il y avait un animé, elle voulait le regarder. Et moi j'avais en souvenir plutôt bon de l'animé de Monster. Oui. Qu'il était basique quoi, que le manga était toujours mieux, mais ça m'étonnerait pas. En fait j'ai découvert comme ça qu'il y avait des acteurs français, des gens du cinéma français qui adorent le manga aussi. Alors que tu sais, pour moi manga et cinéma français ça n'a rien à voir. Moi j'avais croisé Philippe Catherine à Paris Manga. Ouais, bah voilà, c'est genre, mais tu lis du manga toi ? Mais non, il venait pour son fils. Ah d'accord, il venait pour son fils. Moi on m'a parlé de Tahar Rahim, qui est un énorme fan de manga, tu vois. J'avais rencontré par hasard un jour Abdelraouf Dafri, qui est le scénariste du film Un Prophète. Je l'avais rencontré dans une librairie et j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc j'allais discuter avec lui. Le mec est super sympa, et il me disait que justement, on était dans une librairie, le moment était parfait, franchement. Lui il me disait que lui il était culture comics, pulps, parce que c'était ce qui correspondait à son âge quoi, avec les Strange et compagnie, et que moi j'étais pur manga, et on avait les deux rayons en fait, on avait les deux rayons, et il m'a demandé de lui conseiller des mangas du coup, parce qu'il connaissait pas trop, et il me disait que merde, j'ai oublié le nom de l'acteur, celui d'Un Prophète, Tahar Rahim lui avait parlé de Death Note, et que lui c'était un gros fan, et qu'apparemment, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais il a une option sur Death Note, Tahar Rahim. La classe. Je sais pas du tout si ça va se faire ou pas. En plus maintenant il est plus parti vers les États-Unis, mais en tout cas il m'a dit qu'à l'époque il avait mis une option dessus, et très très tôt. Mais alors peut-être que ça a périclité avec l'arrivée avec hollywoodienne et les films et tout. Ça a fini par péricliter quoi. Enfin, tout a mal fini avec Death Note au niveau des films. L'Attaque des Titans en film aussi, c'était pas ouf non plus. Non merci. Voilà. Ce qui est très marrant en plus, c'est d'avoir voulu l'adapter en film aussi vite. Quand c'est sorti, parce que là on est en train de parler, donc je crois qu'il y a eu 3 films, une trilogie de films live, l'Attaque des Titans au Japon. Plus des pubs. Pour des voitures. Ouais. Dégueulasse. Mais c'est surtout qu'ils ont pris le concept de base et qu'ils en ont fait un peu autre chose. Une ambiance un peu western, en termes d'imagerie, de couleurs, d'étalonnage. Ça n'a rien à voir. Mais je comprends, je pense que c'est très difficile de reproduire l'ambiance de l'Attaque des Titans. Encore en animé, t'es dans l'animation. Mais si tu veux le faire de manière réaliste,
moi je trouve ça très très compliqué, même la couleur, tout simplement la couleur du manga qui est très orangée au final, je pense qu'elle est hyper dure à avoir. Ils se sont lancés dans un truc, mais j'ai l'impression qu'ils font toujours ça les Japonais, ils sont dans l'urgence de dire la licence fonctionne, il faut qu'on fasse des trucs, bien ou pas bien, on fait, on s'en fout, on fait, on sort, on produit. Ouais, mais tu vois, le marketing a vachement servi l'Attaque des Titans pour ça, parce que oui, ils ont sorti l'animé tout de suite, ils ont sorti les films très vite, et ça a été vraiment au bénéfice du manga. Oui, mais tu vois, je pense pas qu'il y a des gens qui se soient décidés à se lancer dans l'Attaque des Titans après avoir vu les films. Je sais pas, parce que tu sais, c'est comme si tu disais aujourd'hui il n'y a pas besoin de pub pour Coca-Cola, tout le monde connaît Coca-Cola. Mais pourtant, pourtant la boîte ou l'une des boîtes qui achète le plus de pubs dans le monde, c'est Coca-Cola. Ça reste Coca, oui, parce qu'il faut qu'ils soient présents, il faut qu'ils occupent l'espace. Et parce qu'en fait, il faut juste qu'ils rappellent à tout le monde, mais n'en buvez pas, mais il faut qu'ils rappellent à tout le monde qu'ils existent et ainsi de suite. Et donc, le fait que au Japon, il y ait tout de suite un film au cinéma, tu vois le nom Attaque des Titans, tu le revois, et comme ça, le jour où tu dois acheter un manga, tu fais l'Attaque des Titans. Ouais. C'est comme ça aussi que ça fonctionne, quoi. Mais je comprends même pas l'idée de faire un film, tu vois. Je comprends même pas l'idée, le concept. Quel est le concept, tu vois, je comprends pas. On arrive au 9ème. Et alors le 9ème, c'est quoi, t'as quel âge ? Le 9ème, bah là je commence à travailler, je commence à avoir un bon pied dans l'édition à ce moment-là, donc on est après mes études supérieures, on est encore dans mes premiers stages plus ou moins dans l'édition, et du coup là je décide de parler de Black Butler. C'est l'année du lancement de Black Butler chez Kana. Moi je suis en stage là-bas. Et j'adore parce que je me fais complètement avoir par ce manga. Moi, imbu de ma personne et de mes connaissances en manga, je vois Black Butler arriver, je fais non mais qu'est-ce que c'est que ce truc super girly gothique, je déteste ça. En plus, je commence à entendre parler de nouvelles notions dans le yaoi, le yaoi ai, tu vois, le shonen ai, le shonen ai et tout. Et donc je le regarde vraiment d'un très mauvais œil. Je commence à lire ce manga et là je fais ouah putain, c'est génial en fait, c'est trop bien, c'est dégueulasse. Vraiment le truc que je m'attendais que je m'attendais pas du tout. Je pensais que ça allait être juste du gothique, mais du gothique visuel on va dire. Et en fait non, les histoires elles sont sombres, elles sont dégueulasses et du coup. Mais ça commence pas tout de suite non plus à être. Non, c'est dans les 2-3 premiers tomes quand même. Si tu lis juste le tome 1, je pense pas que t'auras vraiment cette impression. De tome 2-3 là par contre le récit est déjà très très bien installé. Et puis forcément du coup ça me rappelle une anecdote de manga, parce que voilà c'est le lancement Black Butler, donc on a une animation Black Butler sur place sur le stand de Japan Expo, et moi ça me rappelle un souvenir de stage. Donc je suis stagiaire sur le stand Kana, et on nous prévient, comme ça peut arriver parfois à Japan Expo, les Japonais qui débarquent. Et là c'est les Japonais de la comédie musicale Prince du Tennis qui débarquent sur le stand Kana. C'était pas vraiment prévu, mais ils débarquent, ils sont là. Ils sont là, t'as 4 idols de la comédie musicale qui débarquent. Personne ne connaît. C'est-à-dire que les ventes de Prince du Tennis, on était déjà pas très très élevées. Hein. Il faut se dire qu'on était à une époque où ça se vendait encore moins le manga qu'aujourd'hui. Mais alors, aujourd'hui, il ne se vend toujours pas beaucoup de Prince du Tennis. Non, toujours pas. Imaginez-vous à l'époque. Et là arrive donc les idoles de la comédie musicale, du live on stage. Le truc dont j'ai jamais entendu parler de ma vie, je savais pas que ça existait, mais en fait les mecs ils tournaient depuis un moment déjà au Japon et ils sont assez connus, elles fonctionnent carrément bien parce que le Prince du Tennis au Japon pour le coup ça cartonne. Est-ce que j'oserais dire que c'était le Tokyo Revenger à l'ancienne ? Peut-être, je ne sais pas, mais c'est principalement un public féminin qui lisait Prince du Tennis. Et donc voilà, on arrive à ce moment-là, ma responsable de l'époque me dit bon, j'ai 4 idols qui sont persuadés d'être des superstars au monde, parce que c'est le cas au Japon. Ils ont personne, on vient de leur organiser une séance de dédicace dans 2 heures. Le problème c'est qu'il n'y a personne, ça a été annoncé nulle part, personne n'est au courant. Voilà, 50 éventails Prince du Tennis, et va me ramener des gens, ramène-moi des gens pour la séance de dédicace. Et du coup je suis là genre ok d'accord, mais comment je vais faire ça moi ? Donc j'ai mon carton de 50 éventails comme les musicales Prince du Tennis. On me présente les idols qui sont sympas, mais ils ont un peu des têtes de connards quand même, hein. Ça se voit, hein, ça se voit un peu. Et du coup on leur explique que c'est moi qui vais aller chercher les gens, tu vois, pour la séance de dédicace, et ils sont à fond, et du coup ils me prêtent même parce qu'ils sont en tenue les gars.
Ils sont en tenue Prince du Tennis et ils me prêtent une veste Prince du Tennis. Moi je déteste ce manga et je suis là genre non mais c'est trop, arrêtez s'il vous plaît. Mais bon je suis obligé de la mettre la veste Prince du Tennis et du coup je me retrouve à courir aux quatre coins de Japan Expo et je me retrouve limite dans la peau d'un chasseur d'enfants. Tu vois, parce que je vais voir des gens que je connais pas et je leur dis t'aimes les idols, ça te dit de venir à une dédicace d'idols, tu vois. Évidemment les gens en plus j'ai pris le parti de pas leur présenter comédie musicale Prince du Tennis. Je leur disais il y a une rencontre avec des idols, tu vois, est-ce que tu veux venir, regarde ils sont super beaux les mecs et tout et ça avait été vraiment un bête de souvenir parce que je me sentais vraiment comme une espèce d'agresseur, tu vois, un truc qui va voir des filles plus jeunes que lui et qui leur dit tu veux venir à une sorte de dédicace, ça t'intéresse de faire de la photo. Et d'ailleurs j'étais tombé sur un mec un peu chelou comme ça, tu sais les mecs bizarres de Japan Expo là qui sont vieux tout seuls avec un appareil photo et qui prennent en photo les cosplayeuses et cette fois là je me suis embrouillé avec un mec comme ça justement parce que le mec le voyait très bien ce qu'il faisait et moi j'étais allé voir justement les jeunes filles pour les amener à la séance de dédicace et du coup je l'ai dégagé en mode genre non mais arrête, me fais pas genre t'es un fan, tu sais même pas en quoi sont cosplayés, t'es juste un vieux vicelard, va-t'en s'il te plaît. Et ça c'était il y a une quinzaine d'années, plus ou moins 15 ans. Ouais c'est ça à peu près. Et surtout je réussis. Et ça veut dire que ces idols ont aujourd'hui la quarantaine. Ah oui tiens c'est vrai, je me suis jamais demandé. Et surtout je réussis, tu vois, je ramène tellement de monde que le stand explose vraiment, tu vois. Il commence à avoir besoin d'agents de sécurité maintenant parce qu'en fait j'ai rameuté trop de monde et du coup les Japonais ils sont à fond, ils sont là genre ouais yes t'as assuré et tout. Et je me dis mais quelle est cette partie bizarre de ma vie, tu vois, où je suis allé demander à des jeunes filles ça te dit d'aller voir des idols. Racoleur pour idols, comme au Japon au final. Bah oui mais en même temps t'as fait ce métier du coup pendant très longtemps. Ouais, ensuite. c'est ça. Ça c'était donc le 9ème qui était donc Black Butler et Prince du Tennis dans tes deux mangas favoris, ton top 10 de la vie. C'est ça. Bien évidemment. Et alors quel est le 10ème, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, on a promis un top 10, il nous faut donc un 10ème. Évidemment, et pour le 10ème ça a été compliqué, mais j'ai décidé de prendre Doro et Doro de Kyu Hayashida chez Soleil, parce que ça correspond aussi à une période de ma vie très précise. Je l'emménage dans le Nord, je l'emménage chez toi d'ailleurs quand j'arrive dans le Nord. Et ensuite t'emménages à côté de chez moi. Et après j'emménage à 100 mètres de chez toi effectivement. Tu sais, moi je m'accroche bien, quand je vais accrocher je pars pas vite. Et du coup pendant que je squatte chez toi, je squatte un mois chez toi, j'ai accès à tous tes mangas, à toute ta collection de mangas, donc je pioche, je te demande des petits conseils et tout, je pioche dans ta bibliothèque et je tombe sur Doro et Doro. Et là je trouve ça génial, je découvre la folie en manga. Je suis un gros lecteur de manga, mais je suis aussi un gros lecteur de comics et parfois dans le manga il y a un côté un petit peu humour qui peut me manquer, que je retrouve beaucoup plus dans le comics ou dans le franco-belge. Et là Doro Doro me fait exploser de rire et absurde à l'extrême et dans le même temps tu vois il y a Soil qui sort aussi. Sachant que Hayashida Kyu en plus se connaît et Kaneko se connaissent bien en plus. Oui ils se connaissent bien et du coup c'est comme si je découvre une nouvelle facette du manga. C'est comme si c'était du manga du seinen, c'est toujours du seinen, mais c'est du seinen un peu cynique, un peu moderne, je trouve, quelque part, quelque chose que je n'ai pas dans Berserk par exemple ou dans Zetman. Là j'ai quelque chose qui est différent, qui a un ton différent en tout cas, avec une partie underground mais une vraie histoire malgré tout d'aventure ou d'enquête ou science-fiction, mais une vraie histoire. C'est pas comme ces mangas underground totalement explosés qui vont dans tous les sens. Là on te raconte quelque chose. C'est carrément structuré dans ce en fait c'est un chaos qui je pense prend énormément de temps à montrer. Je pense qu'il y a rien de simple dans montrer le chaos et c'est ça qui fait l'une de ses grandes forces. Et à Kaneko aussi, et du coup ça me rappelle Kaneko évidemment à ce moment-là aussi, parce que je travaillais dans l'édition et c'est une année où on avait invité Kaneko à la sortie de Soil en France, et c'est un super souvenir parce que cet auteur est génial, vraiment, c'est une crème, il est magnifique. C'est la meilleure relation avec un mangaka que j'ai eu, je pense, de toute ma carrière. Déjà
déjà tu peux lui parler directement, il parle anglais donc tu peux lui parler directement, ça change tout, ça vraiment ça change tout. Quand t'as un traducteur, t'as forcément de la perte, t'as forcément de la modification, là tu peux parler avec lui, c'est trop cool. Alors il parlait bien anglais mais bon c'était quand même un peu faiblard comme les japonais quoi habituellement, mais tu pouvais vachement bien t'en sortir avec lui. Et puis lui c'est un punk quoi, il fait la teuf, donc il vient à Angoulême, en plus il est en sélection au FIBD, donc il a décidé de tout arracher, il vient avec sa femme et son fils et il a dit vas-y tous les soirs je vais me bourrer la gueule et tout, il est en cuir et c'est que des bêtes de souvenirs tu vois où c'est encore une rencontre où voilà au final on danse jusqu'à pas d'heure avec Atsushi Kaneko, c'est trop cool tu vois. Cette année-là en plus on avait fait venir un autre auteur américain de comics qui s'appelle Brian Azzarello, qui est une star du polar en comics. On avait fait une belle table ronde autour du polar hardboil, c'était super et tu vois ça me fait sauter à Brian Azzarello que je rencontre, qui est génial, qui est un New York pur cynique, new-yorkais vraiment cynique de ouf, qui m'a envoyé chier la première fois que je lui ai parlé, mais c'est parce que c'est son truc tu vois, c'est comme ça qu'il teste le mec, il t'envoie chier d'abord. Ah ouais, c'est une porte de prison quand tu le rencontres la première fois. C'est les autres qui m'ont dit ça, ils m'ont dit c'est un vrai New-Yorkais, c'est un vrai New-Yorkais, il va te tester et c'était un super souvenir. J'ai terminé la soirée avec lui complètement bourré et il est en train de me dire que je l'assure parce que je réussis à le ramener dans sa chambre d'hôtel parce qu'il est trop bourré pour y aller tu vois, pour y arriver, et tout ça c'est encore des souvenirs voilà où tout se mélange, où en fait mon monde grandit de plus en plus. À chaque fois plus j'avance, plus mon spectre grandit, mon spectre de rencontre, mon spectre de lecture, et c'est vraiment c'est pour ça que j'avais envie de faire ce top dans ce sens là, de revenir sur des moments, parce qu'au-delà des livres c'est vraiment pour moi c'est des rencontres, des moments, des souvenirs, des très bons souvenirs. C'est ce qui fait que et d'ailleurs ce podcast sera un de mes souvenirs du manga aussi. Et si on l'a fait sous cette forme, c'est vraiment ton choix, ta décision. L'idée c'est de voir aussi si ce type d'émission vous plaît et si on peut le refaire avec d'autres membres de l'équipe et avec d'autres gens qui ne sont pas des membres de l'équipe, qui arriveraient avec un top 10 soit pour parler des livres en eux-mêmes, soit pour parler des moments reliés aux livres. Parce que tu peux tout faire en fait avec un top 10. C'est pour ça que c'est marrant et que ça marche toujours. C'est quand les gens parlent de leur tier list, etc. Ça, c'est des trucs qui fonctionnent ça partout parce que ça plaît toujours. Tu dis pourquoi il a mis ça en 1 et pourquoi lui en 2. Bah là celui-là en plus le tien il est vachement logique puisqu'il est chronologique. Oui c'est ça, il est chronologique, il est pas du tout par ordre d'importance des titres, mais effectivement te dédouane pas trop de l'idée. Ok, c'était mon idée, mais si ça marche pas ça sera tous les deux qu'on prendra quand même, ok. Et à voir si on peut pas développer ce concept un peu de raconte-toi à travers les mangas que t'as lus. Je trouve que l'idée elle est assez intéressante. Surtout si on peut faire venir des auteurs ou d'autres gens de l'industrie ou des gens que vous connaissez. Alors je sais pas qui sont les gens connus du manga. Nous on les connaît peut-être ou peut-être pas. Oui. Mais à vous de nous dire si un format comme ça peut vous intéresser, si vous trouvez ça pertinent ou si ça va juste être de la répétition. N'hésitez vraiment pas à nous dire si ça vous intéresse pas. Sachant que en plus quand on fait un top 10, tu sais, comme ça, c'est toujours un top 10 à un moment X. C'est-à-dire que moi, tu me demandes quels sont mes 10 mangas préférés. Je vais t'en donner 10, hein. Mais tu me redemandes ça dans un mois, je suis pas sûr de te donner la même liste de mes 10 mangas préférés. Ah ben je vais te dire que même mon top 10, quand on appuiera sur éteindre la machine, il aura déjà changé, hein. C'est sûr, parce que là je sais comment je l'ai présenté, je sais que maintenant j'ai déjà un nouveau top 10 que je présenterai différemment. Par exemple, tu n'as pas parlé de Yu Yu Hakusho. Je n'ai pas parlé de Togashi, et c'est vraiment une horreur de pas avoir fait ça, parce que Togashi c'est des grands moments de lecture, mais bon il fallait faire un choix, et puis je me doute que d'autres personnes vont parler de Yu Yu Hakusho. Et on n'a pas parlé de Dragon Ball non plus, à part dans l'intro. Un peu au début. C'est ça. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous mettre un pouce, un like, une note, un petit commentaire, envoyer un sandwich, faites un truc quoi, un petit message privé ou quoi que ce soit. Alors des fois on met du temps à voir les messages privés parce qu'ils se mettent pas toujours dans les bonnes colonnes, c'est maintenant il y a des espèces de filtres et tout. On est obligé d'aller chercher en fait. Moi j'essaye même pas, je l'essaye pas. On est obligé d'aller chercher dans les colonnes autres, voir si on a reçu des messages. Moi je suis référent des messages sur l'appli Apple. Voilà. Je suis référent que de ça parce que c'est facile pour y arriver, donc c'est cool. Mais tout ça pour dire qu'on finit par les lire tôt ou tard, donc n'hésitez pas à faire ça. Merci de nous avoir écoutés et donc on vous dit à la semaine prochaine pour la prochaine émission. Salut.